Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Forum des images. Bienvenue pour ce 19e numéro de Zoom Sur. Et ce soir, on est très heureux d'accueillir Yal Sadat. Il faut prononcer Sadat. On en a parlé juste avant. Enfin, il n'a pas encore choisi Yal, mais il faut prononcer Sadat. Je pense que c'est un beau nom de scène. Yal qui est multicasquette, en tout cas qui collabore au Cahier du cinéma, dont je vous présente le dernier numéro ici. Il est encore, je ne sais pas, collaborateur de Carbone, la revue en ligne, de SoFilm également. Et je crois avoir vu ton nom, Yal, du côté de la BD également. Je fais erreur, non? Tu n'as pas écrit quelque chose? Non, ou très épisodiquement. Non. Très épisodiquement, mais Ouais, j'ai cru ouais, lire un ouais, article très récemment. Bon, en tout ouais. cas, ton nom apparaît partout, quasiment, ces derniers temps. Et notamment alors je le montre ici, mais on a l'image pour le voir encore mieux, sur ce livre, Bill Murray, Commencer sans moi, aux éditions Capricci Stories, dans la belle collection Stories de Capricci, ce qui nous vaut la présence de Yal ce soir, Bill Murray notamment. Donc on est très heureux de te recevoir. Tu étais déjà venu au Forum des images, c'était dans le monde d'avant, en 2014, pour nous parler de William Friedkin. C'est un cours qui a été capté et que vous pouvez retrouver sur notre site. Mais aujourd'hui, on va parler de John McNaughton et de Mad Dog and Glory, film de 1993. Et je vais te laisser la parole et on se retrouve juste après et vous pourrez toutes et tous poser vos questions sur la séquence, sur Bill Murray et toutes les questions que vous voudrez poser. Donc, je te passe la parole, Yal, et bienvenue sur Zoom Sur. Bonsoir à tous. Merci à Fabien et au Forum des images de cette invitation. Merci en particulier parce qu'elle me donne l'occasion de parler d'un film peu commenté, peut-être même relativement oublié hors cinéphilie, disons, donc Mad Dog and Glory de John McNaughton, en se focalisant sur la question de l'interprétation et de l'incarnation. Donc historiquement, toujours un peu parent pauvre de la question de l'auteur qui est un peu l'éclipse, même si ce qu'on appelle parfois les études actorales ont gagné beaucoup de terrain ces derniers temps. Et justement, de ce côté-là, c'est un film qui ne manque pas de soulever des questions d'incarnation passionnantes, puisqu'il réunit à la fois Robert De Niro, Uma Thurman, Bill Murray et même David Caruso, qui symbolise pour sa part les brèves gloires hollywoodiennes écartées plutôt vers la télé progressivement, mais qui a connu son heure de popularité comme les autres. À ce titre, on peut se demander comment on a pu remiser aussi facilement derrière les fagots une œuvre aussi singulière et pourvue d'une telle affiche. Alors, pour tout vous dire, le Forum des images m'ayant proposé d'analyser un film issu de la filmographie de Bill Murray, j'ai donc choisi Mad Dog and Glory pour sa rareté, entre guillemets, du moins sa rareté dans les imaginaires cinéphiles aujourd'hui, mais aussi précisément parce qu'il me semblait offrir de nombreuses clés pour mieux saisir la puissance comique de Bill Murray en particulier. Et je vais commencer d'ailleurs par quelques rappels sur lui avant d'évoquer aussi, de vous parler un peu de John McNaughton, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire tenter d'entreapercevoir un relief de complexité et d'énigmes sur la figure de cet acteur dont j'ai pu constater au fil de mes recherches à quel point il laissait au contraire une impression de familiarité à son public, c'est-à-dire à un très large public, puisque c'est ce genre d'acteur dont on peut dire que tout le monde l'aime. Hein. Il semble résister à tous les clivages, tout le monde semble nouer un rapport immédiat intime et immédiat à sa présence à travers les blockbusters des années 80 avec lesquels beaucoup de monde a grandi, comme à travers le grand basculement auteur des années 2000. Je pense évidemment au cinéma de Wes Anderson, de Sofia Coppola ou de Jim Jarmusch. À titre personnel, je n'ai jamais rencontré une personne qui n'ait pas ce rapport de familiarité à cet acteur. Je n'ai jamais rencontré personne qui me dise « Ah non, Bill Murray, insupportable, quelle horreur, etc. » Je pense que tout le monde aime Bill Murray, au point que c'en est presque agaçant. Tout le monde l'aime en dépit d'une filmographie plutôt inégale, à mon sens, faite de rendez-vous manqués, de choix de carrière qu'il est le premier à regretter.
Au passage, c'est peut-être d'ailleurs le propre d'un grand acteur que de transcender les films de qualité, disons, discutable dans lesquels il a pu jouer. Toujours est-il que tout le monde a le sentiment de connaître intimement Bill Murray, tout le monde identifie en lui ce détachement sarcastique, matiné d'incrédulité métaphysique qui est propre à l'ère, disons, postmoderne, pour dire un gros mot, dont on n'est toujours pas tout à fait sorti. Et donc il est, je trouve, l'ambassadeur le plus célèbre. Et ceux qui s'intéressent un tout petit peu à lui, en plus de l'aimer simplement au cinéma, savent qu'il incarne par excellence la figure de la star malgré elle, de l'aberration industrielle vivante, puisqu'il se trouve depuis 40 ans au cœur du système hollywoodien, en faisant tout pour ne pas y être. Donc voilà, c'est la figure de l'acteur enfermé dans la prison du comique et en même temps, en un certain sens, dans la prison du métier de comédien en soi, puisqu'il reconnaît lui-même avoir lutté toute sa vie pour négocier sa place existentielle dans le cinéma, et a tenté maintes et maintes fois, de sortir du petit carcan de l'ironie qu'il a rendu célèbre depuis ses débuts au fameux Saturday Night Live, le SNL, pour les intimes, cette mythique émission de comédie en direct. Alors, ces tentatives d'émancipation, ces espèces de parades pour s'évader d'une condition d'acteur comique qu'il paraît juger trop réductrice, elles se divisent en 3 moments, et je dirais que Mad Dog and Glory est correspond au deuxième de ces 3 moments. Alors, le premier chapitre de sa carrière où il va tenter de s'émanciper, c'est juste après son intronisation comme star de comédie semi-indépendante au début des années 80, propulsé alors par le SNL, donc, et dans des films réalisés par exemple par Ivan Reitman. Je pense à Arrête de ramer, t'es sur le sable, Meatballs en VO pour le titre un peu moins interpellant, et Les Bleus, voilà, Les Bleus, The Stripes aussi de Reitman. Dès qu'il sort de ces comédies-là, il va vouloir donc co-scénariser, interpréter et produire Le Fil du rasoir de John Byrom, qui est une adaptation du romancier anglais Somerset Maugham, donc qu'il met en chantier en 84, qu'il conçoit à l'écriture comme une sorte de testament, comme une sorte de autoportrait co-pensé avec John Byrom. Il se voit sous les traits d'un individu dilettante, revenu traumatisé du front après la Grande Guerre, et qui se refuse à sa propre destinée bourgeoise pour tenter de trouver un sens profond à son existence auprès des moines bouddhistes zen de l'Himalaya. Le film qui vous dit certainement pas grand-chose, enfin, peut-être sauf aux fans les plus fervents de Bill Murray, parce qu'il sera un échec d'autant plus cuisant qu'il sera éclipsé la même année par le triomphe mondial de Ghostbusters, donc SOS Fantôme, qui fait de Murray une star mondiale, appelée désormais à son corps défendant par toute une série de comédies fantastiques et de blockbusters. Il dira oui à certaines, mais il dira aussi beaucoup non et tournera le dos à des films aussi variés que Qui veut la peau de Roger Rabbit ou Batman. Ça trouble un peu les sens rétrospectivement aujourd'hui, mais il aurait pu jouer Batman. C'est donc à ce moment que naît en lui un sentiment d'imposture face au star system qui, à mon sens, imprègne les personnages qu'il interprète de façon évidente à partir de ce moment-là. Et bien des années après, son évasion la plus fructueuse de la case, on va dire, rigoureusement comique, est sans doute marquée par le début de sa collaboration avec Wes Anderson, cinéaste qui a mis en exergue, si vous voulez, l'éternel décadrage comme ça existentiel de Bill Murray, et lui a permis de se réinventer en une sorte de mascotte céleste. Voilà, que ce soit le milliardaire philanthrope et alcoolique dans Rushmore, ou que ce soit l'espèce de Cousteau erratique dans Aquatic Life with Steve Zissou, La vie aquatique. En quelque sorte, on peut dire qu'il a réussi à devenir le héros du fil du rasoir qui échappe au déterminisme social, donc de la condition de star, pour planer dans les monts éthérés, non pas de l'Himalaya, mais des univers de Jarmusch, de Sofia Coppola ou donc d'Anderson. Sur ce territoire-là, que ce soit
dans des films comme Lost in Translation, Broken Flowers ou La vie aquatique. Il apparaît le plus souvent là de lui-même, au point qu'on peut même, malgré tout l'amour qu'on lui porte, être soi-même là en tant que spectateur ou en tant que cinéphile. On peut être lassé par son image contemporaine. C'est devenu forcément cette mascotte ce pop culturelle, cette espèce de droupie engoncée dans une forme de misanthropie acceptable, céleste et cool. Euh, voilà, c'est-à-dire que cette image contemporaine-là, que forcément Internet s'est accaparé, hein, c'est devenu une espèce de doudou mélancolique d'Internet, puisqu'on fait de lui des mèmes, des mémés, comme vous voulez, des gifs, des blagues qui recouvrent absolument tous les WhatsApp familiaux et qui inondent les réseaux sociaux. On communique en fait à travers les mots blasés de Bill Murray. Eh bien, on peut à bon droit en être lassé. Et pour vous faire une confidence personnelle, en quelque sorte, il avait même fini par me lasser en un certain sens avant même de commencer à écrire sur lui, parce que du moins dans ce rôle de doudou humain, il y a quelque chose d'universellement aimable, de convenu, qui est dû donc à cette légende Internet, plus au film fait depuis ces 10 ou 15 dernières années. Il y a un côté voilà, emblème conventionnel de la dérision et du second degré qui peut avoir quelque chose de mécanique. Et donc, cette espèce de lassitude, elle est au carré, je pense, puisqu'on voit Bill Murray lui-même lassé par le fait de jouer des hommes-là, des hommes lassés par leur existence. C'est pourquoi il est d'autant plus intéressant de se pencher sur un film comme Mad Dog and Glory, donc qui est sa deuxième tentative, ou sa deuxième phase, disons, de réinvention, et qui est situé à mi-chemin des deux précédentes que je viens d'évoquer, donc Le fil du rasoir, 84, et le virage autoriste des années 2000. Ce film de John McNaughton, donc, qu'il accepte au début des années 90, dans l'espoir d'y trouver ce qu'on appelle un contre-emploi, un rôle à contre-emploi, et il l'espère d'autant plus ardemment que dans ce scénario, la lassitude de l'être est un peu toute la question. C'est-à-dire que tous les personnages, non pas seulement le sien, sont là d'être eux-mêmes, sont fatigués d'être eux-mêmes, et en même temps, ils aspirent à rester eux-mêmes, paradoxalement. On va le voir d'ailleurs, Mad Dog and Glory peut s'envisager comme un beau film sur la fatigue d'être soi, étrangement couplé à la revendication de rester soi, même malgré tout, et contre la vie des autres. Mais avant d'examiner la question Murray spécifiquement et des acteurs spécifiquement dans Mad Dog and Glory, je voudrais resituer un petit peu le film sorti en 93, pas seulement par convention oratoire, par précaution historienne, mais simplement parce que c'est un film très difficile à situer, signé par un auteur lui-même insituable, en tout cas très flou. Et je suis content parce que ce détour va me donner l'occasion de faire même un grand écart improbable avec le film qui a fait connaître John McNaughton, ou Naughton, prononcez comme vous voulez. On prononce toujours les noms comme on veut finalement. C'est son premier long métrage de fiction qui a fait date dans l'histoire du cinéma indépendant américain, et c'est Henry, portrait d'un serial killer, dont on va peut-être voir l'affiche apparaître. Voilà, merci beaucoup. Et donc Henry, portrait d'un serial killer, est produit en 86 et sorti en 89. C'est un film qui met du temps, voilà, qui va mettre du temps à sortir aux États-Unis, et qui porte très bien son titre, puisqu'il est consacré tout simplement à la figure d'un tueur en série bien réel, qui est Henry Lee Lucas, célèbre pour avoir tué notamment sa mère et avoir également avoué des meurtres qu'il n'avait pas commis, chose récurrente chez les tueurs en série, mais la mythomanie de Lucas était apparemment plus prononcée que celle de ses homologues, la plupart de ses autres homologues tueurs en série. Donc la promesse du titre est assez juste, puisque c'est bien un portrait, ce Henry, presque documentaire, puisque McNaughton a débuté dans le documentaire. Et c'est l'installation lancinante et précise dans la vie du tueur qui rend le film effroyable. Et c'est probablement grâce à Henry, et à cette nature effroyable, qu'il va ensuite s'attaquer, McNaughton, à Borrower, le voleur de tête, en 91. Alors là, pure série B, sans rien de documentaire, qui reprend le motif du body snatcher, un voleur de corps, ou donc un voleur de tête, comme le suggère le titre en VF,
son visage se regarde sans déplaisir, à condition de s'armer de l'indulgence que mérite ce genre de sous-produit, un peu coincé comme ça dans la tuyauterie la vieille tuyauterie des vidéoclubs désaffectés. Son travail donc sur Henry, à John McNaughton, et dans le genre horrifique avec Borrower, va lui valoir un petit peu plus près de nous de revenir dans la série des Masters of Horror, donc dans les années 2005-2006, pour laquelle il tourne Haeckel's Tale, un moyen métrage tiré de l'univers de Cliff Barker, voilà, où il remplace, si mes infos sont bonnes, George Romero au pied levé. Mais c'est tout ça pour dire qu'on a là quelqu'un d'assez flou, d'assez multiple, d'assez insaisissable. Mentionnons aussi Sex Crimes, Wild Things, qui sort en 96, si mes souvenirs sont bons, et qui est avec Bill Murray. Et voilà, on a un peu l'envie de trouver une cohérence là-dedans. Alors, qui sait, c'est peut-être justement cet intérêt pour l'imposture qu'elle s'exprime chez les serial killers comme Henry, qui sont à moitié mythomanes, ou bien l'imposture des créatures body snatcheuses, entre guillemets, de Borrower, qui peut-être lui vaut de s'intéresser au script de Mad Dog and Glory et à cette question du sentiment d'imposture, qui est au centre, à mon sens, du film. Cette question de ne pas être à sa place. Voilà. Alors, ce script, il est signé non pas McNaughton, mais Richard Price, le célèbre romancier, voilà, acclamé pour sa peinture voilà, de la certaine modernité urbaine de la fin du XXe siècle. C'est quelqu'un qui va beaucoup écrire pour l'écran, Richard Price. Les fans de la série The Wire savent bien qu'il en est partiellement à l'origine. Et côté cinéma, on lui doit notamment plusieurs collaborations, Richard Price, avec Martin Scorsese, dont La couleur de l'argent en 86, le long clip Bad de Michael Jackson, voilà, qui est presque un moyen métrage, également réalisé par Scorsese en 87, le segment du film Omnibus, New York Stories, toujours réalisé par Scorsese, et donc Mad Dog and Glory, qui lui est produit par Martin Scorsese. C'est un élément essentiel parce que l'alliance de Price et de Scorsese fait dialoguer le film Mad Dog and Glory avec l'univers de la mafia dont il est question dans le récit. Récit qui est difficile à définir, qu'on peut définir parce qu'il n'est pas, de manière apophatique, comme disent les philosophes sérieux. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas exactement un film de mafia, au fond. Pas exactement un film noir, pas exactement une comédie sentimentale, pas exactement une comédie tout court, pas exactement un mélodrame, mais un peu de tout ça. Et voilà, c'est au départ, il faut quand même planter un peu le décor, et après, je vous promets d'entrer le plus rapidement possible dans l'extrait qui nous intéresse. C'est au départ l'histoire de Wayne Doby, policier en charge des photographies de crime scenes, donc la photographie judiciaire, on dirait en français, surnommé ironiquement Mad Dog par ses collègues, comme s'il était un as de la gâchette ou un molosse furieux de faire respecter la loi, alors qu'il ne s'est jamais servi de son arme de service et se trouve être plutôt timide, secret, discret. Et il arrive sur les lieux du crime après coup, par définition, de son travail, et prend des photos en se rêvant plutôt artiste que flic. Ce Mad Dog sans histoire surprend un soir le hold-up d'une épicerie et sauve presque sans le vouloir la vie d'un mafieux, Frank Milo, joué par Bill Murray, que le braqueur tenait en respect. Ce Frank Milo est un véritable caïd de la mafia qui disparaît aussitôt, pas très heureux d'avoir été sauvé par un policier, mais qui ressurgit très vite dans la petite vie terne de Mad Dog, car il a décidé de le remercier. Il s'avère que c'est un caïd mafieux pas comme les autres, puisqu'il explique au policier avoir été convaincu par son psy qu'il se devait de montrer sa reconnaissance à son sauveur et de faire connaissance avec lui. Et en plus de lutter contre sa nature violente auprès d'un psy, Frank Milo a la particularité d'être un comique amateur, puisqu'il se produit en stand-up dans son club privé où il invite son bienfaiteur Mad Dog, qui va donc avoir la surprise de le découvrir sur scène en plein sketch et va passer une première soirée de beuverie avec lui, au cours de laquelle les deux hommes se découvrent quelques points communs. Le petit policier donc de Niro aurait voulu être un artiste, le mafieux, lui, aurait voulu être un acteur.
Au terme de cette soirée, Frank Milo, qui se présente à MacDog comme le messager venu lui permettre de réaliser ses rêves, on pourrait dire, il dit à peu près quelque chose comme réalisateur de rêves, exauceur de vœux, voilà. Il lui envoie comme cadeau, entre guillemets, une jeune femme qui travaille pour lui, Glory, dans l'idée de lui faire passer une semaine avec elle. Cette Glory, c'est donc Uma Thurman. Mad Dog reste sur la réserve, mais consent simplement à héberger platoniquement la jeune femme chez lui, car il la devine maltraitée par son patron. Mais alors que Glory est censé retrouver Milo, le policier et la jeune femme vont tomber sincèrement amoureux, ce qui va conduire à une lutte virile entre Mad Dog et le timoré Mad Dog, le gentil Wayne, et l'autoritaire Milo pour l'amour de Glory. Alors, je parlais de contre-emploi, eh bien, on peut même dire que le film est bâti sur un contre-emploi croisé, une sorte de jeu d'inversion des rôles qui va charpenter le film et déterminer sa gestation, puisque, en effet, Robert De Niro avait été approché en toute logique pour le rôle du mafieux, qu'il décline en se déclarant bien plus désireux de jouer le policier, chose qu'il a finalement rarement faite si on examine sa carrière en détail, et qui tient d'autant plus du contre-emploi qu'il s'agit d'un homme effacé. La production accepte ce pari et vient alors l'idée de confier à l'inverse le rôle du gangster à Bill Murray. Ce qui représente donc un deuxième défi d'incarnation et qui ne sera pas sans déboire puisque la production, soucieuse de voir si le principe d'inversion des rôles est crédible et acceptable par le public, fera organiser des projections tests, notamment pour vérifier si l'affrontement physique entre De Niro et Murray passe bien à l'écran, tout simplement. Et alors que le climax, sans trop d'effleurer la fin, prévoyait la domination totale du personnage de Murray, qui terrassait un De Niro désespérément faiblard et falot, eh bien, la réaction négative du public teste à pousser Scorsese et McNaughton à retourner en production, afin de simplement retourner cette bagarre et montrer un De Niro un peu plus pugnace qui arrive, sans trop en dévoiler encore une fois, à tenir à peu près tête à Bill Murray. Donc, en définitive, on a un film bâti sur une promesse de renversement des rôles qui a influencé les contours du récit, du casting jusqu'à la post-production, et qui en fait, à mon sens, une œuvre cohérente sur le thème de l'incarnation, de l'imposture, et aussi de la croyance, puisque le tour du film est donc de faire croire à cette inversion improbable. Voilà. Et pourtant, ce sera ma question avant de vous passer l'extrait, s'agit-il vraiment d'un renversement ? Est-ce bien là un contre-emploi croisé de la part de Niro et de Murray, auquel on a affaire dans Mad Dog and Glory? Eh bien, à mon avis, si je vous pose la question, c'est bien que c'est un peu plus complexe que ça, et on va essayer de le voir en regardant l'extrait, qui est l'une des confrontations de Niro-Murray, et qui montre comment le second s'invite dans la vie du premier. Donc voilà, c'est le premier et dernier extrait. Hey, White. Hey, Mike. Then my friend Phil. Philly applies to the police department. The interviewer says, Mr. Scarangello, what's your height? Philly reads off his palm, 6'3". Guy says, what's your weight? 203 pounds. Guy says, and can you tell me your first name? Philly goes, Philly. The interviewer says, what was that you did with your head like that? Philly goes, happy birthday to you. That's nothing. I said to my wife, hey, did you ever hear of cleaning, cooking? She says, 2 cities in China? Right? My wife said this. Hey, there he is. I just come by. I went in on a bakery. Pineapple, sour cream. Eat. You look drawn. What are you doing here? I don't know. Harold said you didn't seem so happy the other day. I was in the neighborhood, so I thought I'd check in with you. So how's it going? How's that burn on your hand? It's going fine.
Nice, nice. Fine. The gift that keeps on giving. What's wrong? Wayne. She's yanking your chain, right? Messing with your head? Sure, look at you. Giving you sob stories, I bet. I don't know what you're talking about. Then quit giving me that look, Ma. I'm your sonny boy. Want me to sing for you? May I? I gotta go. Look. I'm doing Kamikaze tomorrow. You should come. Unless, you know, you're busy. What the fuck is he doing here? I don't know. It's the guy I told you about. Fuck you. And who are you? This is, Frank. Frank Milo? You've heard of me? Yeah. Wayne says you killed that mutt we found in a garbage can the other night. Ah. I thought maybe you'd heard of me in the clubs. You know, comic circles like. No, just scumbag circles, sorry. Jesus Christ. Wayne, is this what's troubling you? I'm kind of jammed up here, Frank. I thought we were friends. No. Two guys wish they were someplace else. Whatever. All right, I'll come by. See, tonight's Thursday. I'll come by, pick her up Monday. Okay? Monday morning. See you, Ma. Oh, and incidentally, I don't know what you're talking about, a guy in a garbage pail. But most of the people I know who don't die in bed, they usually wind up killing themselves. Pick who up Monday, Wayne? What's up, man? I don't know. I don't know. No. Voilà, alors pour ceux qui n'ont pas vu le film, ça se situe la scène juste après un moment où De Niro donc, a joyeusement, donc Wayne, Mad Dog, a joyeusement pris conscience qu'il était amoureux du personnage du Matt Thurman, Glory. Il sort d'une scène de travail, donc une crime scene, et trouve au commissariat donc Frank Milo occupé à faire son sketch. Voilà. Et ce qui lui rappelle, en fait, c'est un dur rappel de l'emprise que Milo a sur lui et sur leur amour, puisqu'il a beau être la personne qui a poussé Glory dans ses bras, il tient à retrouver son employé, donc Glory, et à se mettre sur le chemin de leur amour. Donc, alors la question qui se pose, c'est comment fait-on croire que les fauteuils se sont échangés? Comment croire à ce rapport de domination contre-intuitif, donc là qui est à cette emprise contre-intuitive de Niro, de Murray sur De Niro? Eh bien, pas du tout à la manière d'une contre-interprétation, à mon avis. Cette séquence montre à quel point il serait faux de chercher une quelconque déconstruction dans le jeu des deux acteurs principaux. Ils ne jouent pas contre eux-mêmes, ni contre leur persona, comme on dit, ou alors, s'ils le font, c'est si peu, c'est très furtif. Ce qui instaure pourtant la souveraineté de Murray, c'est d'abord une mise en scène aussi simple que percutante. Pas besoin de m'étendre sur la disposition et la scénographie élémentaire qui installe Murray en hauteur, sur une scène virtuelle qui fonctionne en miroir, avec la séquence dont je parlais, plutôt, où Mad Dog, alias De Niro, regarde le mafieux se produire dans son club sur une scène de spectacle en bonne et due forme, où le gangster stand-upper attrapait le regard de son invité dans le public
en lui lançant, comme ici, There he is, le voici, le voilà. Et l'échange était filmé en face à face, hein, champ contre champ, face caméra. Ici, l'échange et la réplique se répètent, mais ce qui varie, c'est que Mad Dog arrive au milieu du spectacle, ce qui vient confirmer ce qu'on pressentait à ce stade de l'intrigue, à savoir que Frank Milo est un comédien intempestif qui transforme chaque instant et chaque espace en sketch. Mais ce qui change aussi, c'est sa position de profil, c'est-à-dire que symboliquement, il est projeté cette fois en coulisses. Maintenant qu'il connaît Milo et vit sous son emprise, Mad Dog est en quelque sorte maintenu dans l'ombre d'un caïd dont l'autorité tient au fait qu'il avale l'espace autour de lui. Ce positionnement en coulisses et la raideur qui va avec, c'est-à-dire le fait que De Niro se tienne immobile pour ne pas empiéter sur l'espace scénique virtuel qui entoure constamment Murray, eh bien, cette raideur, cette espèce de positionnement en coulisses m'intéresse parce qu'elle m'évoque plutôt la prostration habituelle, non pas de De Niro, mais de Bill Murray au cinéma. Puisque vous l'aurez peut-être remarqué, sa mélancolie, ses mines drôlatiques, comme ça, passent bien moins par ses gesticulations que par sa raideur. Sa façon de se tenir droit, précisément comme un acteur en coulisses qui n'a pas très envie d'entrer en scène, mais qui attend le moment de son entrée et de sa réplique avec une forme d'indolence, de détachement, voilà, comme s'il la subissait. Maintenant, voilà, ça c'est peut-être ce qui change par rapport au jeu habituel de De Niro. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il si on s'arrête davantage sur le jeu de De Niro et sur l'échange entre les deux hommes autour du bureau qui achève d'asseoir Mad Dog dans la position de gratte-papier sans trop de charisme, avec ses petites lunettes qu'on voyait peu à l'époque sur le nez de Niro. On pourrait d'ailleurs faire des livres entiers sur la question de l'ajout de lunettes chez les stars, mais que se passe-t-il? Eh bien, il se passe qu'on retrouve étrangement tout ce qui caractérise l'incarnation de Niro, c'est-à-dire le mutisme, ou du moins le laconisme, la puissance rentrée, la puissance de retrait, etc. Tout ça est à l'œuvre. Hein, tout ce qui fait que De Niro est De Niro, rien ne manque à l'appel. Cette espèce d'art de la réponse courte, oui, non, peut-être, je ne sais pas, qui fonde paradoxalement son talent pour remplir le champ, pour investir le champ et voilà, y asseoir son autorité. Eh bien, tout ça est là. On se rend compte finalement qu'il n'y a pas de contre-emploi. Parce que ce sont ici précisément les traits qui fondent le charisme et l'ascendant habituel de Niro dans disons, le genre néo-noir. Cette nature lapidaire qu'on retrouve en lui jusqu'en interview, donc hors fiction, eh bien, elles sont retournées au service du contraire, c'est-à-dire l'effacement, la soumission face au bavard qui dévore l'espace. Alors, non pas que Murray soit lui-même un bavard maladif au cinéma, encore que ce sont de longs monologues improvisés qui ont contribué à le faire connaître en comédie, mais il maîtrise au contraire cette répartie quand même, ce sens du bon mot dégainé au moment où on s'y attend le moins, ces bons mots voilà, adaptés à toute situation, à tout terrain, comme les sketchs de Frank Milo, voilà, qui sont intempestifs aussi. Et de même qu'on retrouve en vérité le De Niro habituel, on retrouve ici également ce Bill Murray-là qu'on connaît, tout comme dans les autres scènes où il empiète sur le territoire verbal de Niro. Pas en tant que... Alors, il a peut-être cette volubilité plus grande, mais pas en tant que ressort comique voué à détendre l'atmosphère, à jouer le rôle du bouffon face au leader, hein, comme à façon, on pourrait dire Jerry Lewis ou Pierre Richard, hein, vous choisissez, mais bien comme personne qui détient l'arme du rire, de la pique, de la vanne. Voilà. Milo se sert de ses sorties grinçantes, qu'elles soient effectives ou latentes, pour asseoir sa présence. Il lui suffit de se relever, de prendre la parole, et voilà l'acteur comique changé en caïd. Car l'humour est dangereux, surtout quand on a affaire à un personnage et un acteur qui savent tous les deux improviser, comme c'est le cas ici. L'improvisation déstabilise à coup sûr l'interlocuteur. Hein. Donc de là vient le danger. Et la part de violence qui est bien sûr inhérente à toute forme de rire, puisqu'on rit toujours d'une chute, un effondrement, une humiliation, etc., se retrouve chez Murray, et elle transparaît ici alors qu'elle était, jusqu'à Mad Dog and Glory, plutôt dissimulée par ses rôles de bon à rien, démarrant en bas de l'échelle sociale, plutôt en position de faiblesse, etc. Or, dans Mad Dog and Glory, on pense plutôt, quand on le voit, à ce que disent ses partenaires de jeu,
voilà, notamment Chevy Chase, son ex-collègue du Saturday Night Live, SNL, selon qui le génie de Murray est dû au fait, je cite, qu'il est dangereux quand il joue. Hein, et il ajoute, on peut subir une improvisation ou même se prendre un coup sur la gueule à tout moment. Voilà. C'est Chevy Chase qui parle. Ce danger du jeu comique, qui à mon sens est le danger de tout jeu comique finalement, comme je le disais, le rire est plutôt là pour faire mal, est mis en évidence par son rôle de battler en pleine possession de ses moyens, dans une position souveraine de caïd, donc, ce qui était rare auparavant, à part peut-être dans Fantôme en fête de Richard Donner, où Murray jouait un puissant producteur de télé, un homme du spectacle, encore une fois. Et finalement, c'est là qu'est le coup de génie dans l'interprétation du film. Postuler qu'il n'existe en réalité pas de contre-emploi, ou du moins que le meilleur contre-emploi qui est possible consiste à jouer avec sa propre persona, ses atouts originels, mais en inversant leur fonction première, et que ça marche très bien comme ça. En ce sens, c'est une entorse au principe de la fameuse méthode, hein, la méthode Actor Studio, dont on pourrait pourtant s'attendre à ce qu'elle soit de mise ici, et j'y reviens tout de suite sur ce point. La manière dont Murray assoit son autorité grâce à l'humour pose une question par rapport à un autre horizon d'attente qu'on pourrait avoir devant ce film. C'est la question du malaise entre le rire d'une part et le mafieux scorsésien d'autre part. Ce rapport-là, ici, est un peu troublé. Car, rappelons-le, on est ici à moitié chez Scorsese, en quelque sorte, puisqu'il est représenté par sa casquette de producteur et puis par son auteur, Richard Price. Le personnage de Frank Milo déjoue en effet les règles fixées par cette histoire d'amour compliquée entre les mafiosi scorsésiens et la plaisanterie, la galéjade. En général, la figure du gangster telle qu'elle existe dans les esprits au moment où sort Mad Dog and Glory, et encore aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, cette figure entretient un rapport ambivalent avec les bons mots, qui lui permettent d'investir le territoire, d'asseoir son autorité, encore une fois. Pensez aux Affranchis, sortis 2 ans plus tôt, hein, à tous ces personnages de grande gueule, vraiment, qui démontrent leur domination de façon extrêmement volubile. Et en même temps, le mafieux ne doit pas se ridiculiser, ni avoir l'air d'un clown. Le rire présente un risque, celui de perdre la face. Et je vous renvoie à une scène des Affranchis de Scorsese, encore une fois, qui est tout juste antérieure à Mad Dog and Glory, où Tommy DeVito, le personnage de Joe Pesci, oscille entre le second degré assumé et la peur du ridicule, dans un dialogue célèbre, hein, adressé au personnage de Ray Liotta. « Tu trouves que je suis marrant ? Marrant comment ? Marrant comme un clown ?» Voilà, il faut l'imaginer en anglais et puis joué par Joe Pesci. Mais après avoir raconté cette histoire amusante qui renforce son charisme, le mafieux a peur qu'on s'amuse justement à son détriment et recadre donc le personnage de Ray Liotta qui vient de souligner sa nature comique, avant de redéguiser sa colère en plaisanterie, ce qui traduit bien la schizophrénie qu'entretient la schizophrénie du mafieux face à l'humour. Voilà, j'aurais presque dû penser à vous passer ces extraits, mais je pense qu'ils sont quand même très célèbres. Il y en a un autre, plus près de nous, un autre film de mafia, toujours de Scorsese, toujours avec De Niro, qui pose discrètement cette question du rire dans une scène de stand-up. Encore une scène de stand-up. Je veux parler de The Irishman, dans un décor de club proche de celui des Affranchis, où un gangster réagit de manière ambiguë à la prestation de l'humoriste en scène, lancé dans un sketch dédié aux clichés sur les Italiens. Voilà, les Italo-Américains. Donc là, la preuve que depuis toujours, depuis le début, enfin, des premières fresques de gangsters de Scorsese jusqu'aux plus récentes, le rire en milieu mafieux est une affaire délicate. Sauf que Frank Milo, donc Bill Murray dans le film, lui, assume jusqu'au bout sa fonction d'amuseur, sans aucune peur du ridicule. C'est la puissance du personnage, comme de l'acteur, qui s'est affranchi, sans mauvais jeu de mots, du tabou qui pèse sur l'attitude des gangsters et au fond sur leur virilité. Toute sa puissance tient justement à ce qu'il n'a pas peur pour sa puissance, qu'il sait utiliser la vanne sans égratigner sa propre virilité. Il est donc moins vulnérable que les durs à cuire officiels de Scorsese, hantés au plus profond d'eux-mêmes par cette question, au point d'ailleurs de finir bien plus mal que Milo, puisque je pensais encore une fois au personnage de Tommy DeVito dans Les Affranchis, qui a une triste fin. Et cette idée m'amène à en considérer une autre, c'est que la rencontre Murray-De Niro, ici, sert au fond à installer ce qui serait les coulisses, ou disons l'antichambre psychanalytique, on pourrait dire, du film de mafia scorsésien. Et en disant ça, j'ai bien conscience qu'on peut songer évidemment à des fictions ultérieures, à Mad Dog and Glory, qui doivent beaucoup à Scorsese.
c'est-à-dire à Mafia Blues de Harold Ramis, je crois qu'il va remonter à 97, et à la série Les Sopranos de David Chase, hein, évidemment. Des fictions où les gangsters vont beaucoup se confier sur le divan, et donc des fictions bâties sur l'idée plus ou moins comique ou mélancolique que le royaume de la mafia a pour fondement un inconscient complexe qui est susceptible de vaciller. En quelque sorte, Mad Dog and Glory a un coup d'avance sur ces fictions-là, puisqu'on est déjà dans le film de mafia psychanalytique, mais en quelque sorte sans le divan. Frank Milo est en analyse, il le dit, je vous le disais plus tôt, son psy est laissé hors champ. Il le mentionne, il est laissé hors champ. En revanche, c'est le rapport des deux hommes, entre qui s'insère une femme. C'est dans ce rapport-là que se joue la critique psychanalytique, la critique, psychanalytique, disons-le, de l'esprit mafieux. En quelque sorte, le divan, c'est le film lui-même et ses rebondissements. Je proposerais en effet de lire le film, de ce point de vue, comme une réponse en creux à la vision du film de mafia imposée par Scorsese lui-même, comme si, je pense que le film s'amuse, en quelque sorte, à imaginer une contre-proposition à ce genre en soi, sous contrôle, bizarrement, de Scorsese, encore une fois, en inventant des tropismes différents de ce genre, et c'est-à-dire des rapports de domination qui sont autres, une virilité qui est autre, et néanmoins très convaincante. Alors que dans les films de Scorsese, on est dans une sorte de jeu fondé sur la virilité intérieure à gros bouillon, qui finit toujours par exploser. Ici, la puissance physique masculine est désamorcée par ces signes, des signes qui ne sont pas de l'ordre de la caricature ou la relecture parodique, mais simplement, on pourrait dire, de l'atténuation, mi-inquiétante, mi-comique. Je pense à la simple présence troublante, en tout cas, moi, elle me trouble beaucoup, du gâteau dans la scène, par exemple, dans l'extrait passé, que Murray distribue aux flics et vient offrir à Mad Dog. On est dans le gommage et le détournement malicieux d'une certaine pompe typique des mafiosi, à tel point que dans la scène suivante, les collègues flics de Mad Dog confondent Frank Milo avec un boulanger. Ils lui demandent, mais est-ce que c'est un boulanger, ce type? Bon. Alors, de même, cette pompe est désamorcée par le système d'incarnation, là, dans le registre de la méthode, de cette virilité mafieuse, la façon d'incarner cette virilité, en faisant une entorse à ce que j'ai brièvement évoqué plus tôt. Les personnages ne sont absolument pas construits selon la méthode Actor Studio, puisque, comme je le disais, ils ne construisent pas des caractères à l'opposé d'eux-mêmes, mais composent au contraire à partir de leur base et de leurs propres réflexes de jeu. Voilà. Ce qui est quelque chose qui va contre pas mal des acteurs qui ont travaillé avec Scorsese dans ces films-là, justement. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui résume bien ça, et c'est que Bill Murray a raconté à propos de Mad Dog and Glory avoir improvisé sur le tournage, aussi bien pendant les prises que hors des prises, des imitations d'italo-américains. Voilà, avec l'accent, le phrasé italo-américain, etc. Et ce qui, selon lui, avait le don d'énerver beaucoup De Niro, à moins qu'il soit en train de jouer devant la caméra. Et ça, c'est par essence, je trouve, le signe d'un clivage entre les acteurs de la méthode, de la fameuse méthode Actor Studio, comme De Niro, qui est capable de devenir un autre au service d'un rôle, alors que la personne qui va devenir chauffeur de taxi pour Taxi Driver, par exemple, alors que Murray, qui est formé à l'improvisation, comme je l'ai mentionné, brode constamment à partir de ce qu'il est, et en quelque sorte ne s'oublie jamais, ne se renie jamais dans un personnage. Voilà. Et maintenant, donc, tous ces contre-pieds à l'univers scorsésien et à la méthode scorsésienne, on pourrait dire, encore une fois, avec la bénédiction de Scorsese, me semblent intéressants parce qu'ils sont, comme je le disais, en totale cohérence avec la grande affaire du film, qui est celle de l'acceptation de soi. Ce qui unit Milo et Mad Dog, c'est un sentiment de ne pas être à sa place. D'ailleurs, au cours de leur première soirée entre amis, en tant que nouveaux amis, disons, Wayne, Mad Dog, donc, se risque à dire à Milo, au bout de quelques verres, toi et moi, nous rêvons d'être à une place différente de la nôtre. Ce qui provoque même un petit débat entre les deux hommes. Et il faut noter que le personnage de Glory, qui n'apparaît pas dans l'extrait, mais que j'aurais montré si on avait plus de temps, vit elle aussi dans l'amertume de n'être pas devenue artiste, et d'être restée finalement employée comme barmaid chez Frank Milo. Et le triangle formé par ces destins frustrés, unis par un même sentiment de ne pas être à sa place, va évoluer vers une résolution fataliste qui consiste à regretter d'être soi, tout en assumant bizarrement de l'être. Puisque, de même que Wayne demande à son collègue de ne pas l'appeler Mad Dog, mais simplement Wayne, comme s'il préférait encore
la vérité banale de son nom à celle du fantasme. C'est un homme très fantasmatique, on le voit beaucoup regretter, préférer plutôt au rapport charnel du présent, préférer des souvenirs, des fantasmes, etc. Mais il va quand même, en fin de compte, résister à la proposition de Milo, qui consiste à s'affirmer comme mal viril, chevaleresque, à réaliser ses rêves, voilà, et à concrétiser ses rêves. Et en fait, Wayne va préférer vivre une histoire d'amour courtois qui s'éloigne beaucoup, là encore, des résolutions de conflits amoureux qu'on peut voir chez Scorsese, qui sont souvent plus sanglantes, plus dramatiques, plus tragiques. Et donc, cette morale de mélodrame, voire de fable, qui revient à faire l'éloge du rester soi, du rester soi-même, me paraît correspondre à toute la beauté un peu enfouie qu'il y a chez Bill Murray. Je parlais tout à l'heure d'énigmes et de choses qu'on ne voit pas forcément, comme sa violence qui transparaît ici, je le disais. Cette beauté un peu enfouie qu'on voit trop peu souvent au cinéma, dans ses films. Cette beauté qui tient à la résignation artistique qui transparaît ici. Il sait qu'il ne sera jamais un acteur scorsésien, jamais un acteur de la méthode, et jamais un grand acteur, un acteur avec un grand A, au sens noble du terme, disons, puisque c'est quelqu'un qui a souvent rêvé d'être un acteur dans des grands films, dans le grand cinéma hollywoodien, qui lorgne aussi beaucoup sur le cinéma européen, de la nouvelle vague, etc. Voilà, Bill Murray sait qu'il est plutôt un acteur dont la force première est justement d'être lui-même malgré tout, aussi pénible et harassant cela soit-il. C'est d'ailleurs pour ça, à mon sens, qu'il joue ici un acteur, ou plutôt un demi-acteur, pour se purger de sa brouille éternelle, son décalage éternel avec cette fonction. D'ailleurs, il a souvent joué des acteurs dans ses films ou des animateurs télé. Pensez à Tootsie, où il joue un acteur un peu débutant, stagnant comme ça, végétant dans le milieu new-yorkais. Un jour sans fin, où il est Monsieur Météo, évidemment. Lost in Translation, où il est une star sur le retour. Ghostbusters, où Sigourney Weaver lui dit qu'il ressemble moins à un chercheur qu'à un animateur de show télé, voilà, ce qui deviendra dans la suite du film. Donc voilà, cette part d'acceptation de soi est magnifique quand Bill Murray la laisse voir. Et donc je pense que c'est le cas ici, et je conclurai en disant qu'elle me fait penser à cette sortie qu'il a eue ces dernières années, je crois en 2018, face à un journaliste, en lui disant « Je me vois désormais comme un imposteur », à propos de sa carrière. « Je me vois désormais comme un imposteur. J'espère juste être le genre d'imposteur qui rend les gens joyeux. » Et je dirais que c'est tout à fait à l'image de Frank Milo, ici, qui accepte son destin de gangster et d'acteur raté, tout en offrant joyeusement sa bénédiction à l'amour entre Mad Dog et Glory. Et voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Yann. Je ne sais pas si tu m'entends, si tu me Là, vois, oui. mais Oui, en tout cas, oui, voilà. Donc, je suis de retour. Merci. Formidable. En tout cas, c'était vraiment passionnant. Donc, moi, j'ai évidemment 1344 remarques et questions à faire, à poser, mais je vais d'abord laisser la parole et peut-être commencer par une remarque qui est également une question. Dans cette séquence que l'on a vue, il y a un détail amusant quand on se souvient du début de film, c'est que les blagues, enfin les punchlines qu'utilise Bill Murray lui ont été inspirées juste dans les séquences précédentes par Robert De Niro, dont on ne s'attend pas à ce qu'il écrive aussi et lui donne comme ça des tuyaux pendant leur scène de beuverie, de ces punchlines qu'il entend dans la bouche d'un autre. Oui, Ce qui absolument. parle de ce que tu dis Absolument. sur la manière dont il se rapproprie son territoire verbal, il le snatch complètement. Et j'avais juste question comme ça sur cette idée de... tu parles du contre-emploi, de la manière dont le rire est d'abord une arme, enfin, qui va faire mal et voilà, qui est assez malaisant. En tout cas, c'est la manière dont Bill Murray l'utilise souvent dans la vie et dans ses films. Est-ce que tu vois aussi un rapport avec la valse des pantins? Enfin, je veux dire, moi, j'ai pensé beaucoup à la valse des pantins. Il y a le stand-up, il y a le kidnapping, il y a beaucoup de choses qui circulent comme ça aussi. On a beaucoup parlé du Joker en référençant ce film, mais est-ce qu'il y a des choses qui circulent aussi pour toi, si tu as revu le film entre la valse des pantins et Mad Dog and Glory? Ouais.
Oui, on y pense forcément dès lors qu'on a De Niro dans cette position, puisque, comme tu l'as dit, le fait de le voir dans Joker réactivait cette idée qu'il pouvait aussi incarner ça. Là, j'ai plutôt insisté effectivement sur le film de mafia, parce qu'on est en termes de récit, on est vraiment dans cet horizon. Mais oui, oui, absolument. La différence peut-être avec La valse des pantins, justement, c'est intéressant dans ce que De Niro délivre comme prestation, c'est que pour le coup, il est dans un rapport de contre-emploi, ou disons de transformation qui fait partie du travail d'acteur studio. Et donc là, comme je le disais, c'est beaucoup moins le cas. Il travaille à partir de lui-même. Mais c'est vrai que après, thématiquement, il y a effectivement un front commun dans cette espèce d'idée. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'il y a chez Richard Price et puis aussi chez Scorsese. C'est-à-dire une observation d'une vie contemporaine rivée sur le jeu permanent. Euh, J'aurais voulu montrer peut-être plein d'autres scènes où on voit comment le personnage de Bill Murray joue de manière intempestive, mais presque alors qu'il n'a pas de public aussi. Ou alors qu'il a quelqu'un qui l'aperçoit au loin, on voit une scène où il arrive en voiture, il est déjà en train de jouer en descendant de la voiture, ce qui est cette espèce de rapport un peu déréglé au monde du spectacle qui peut-être peut communiquer effectivement avec la valse des pantins. Ouais. Alors, je vais prendre une première question, une première remarque d'Alexandre Triaca. Donc, je la lis. Le jeu de Bill Murray me fait penser à celui de Robert Mitchum. Rien à voir, mais si on y regarde bien, même économie de jeu, même ironie. Est-ce que tu peux réagir à cette remarque? Mitchum et Bill Murray, même Alors, combat. ce qui me vient à l'esprit comme ça, c'est une anecdote que je ne peux pas m'empêcher de raconter, c'est que, qui illustre, je pense qu'il répond à cette question, c'est que je cherchais, quand j'ai écrit le livre, je cherchais un titre, évidemment. C'est une des choses qu'on fait quand on écrit un livre en général, c'est chercher un titre. Et j'ai proposé d'emblée L'homme qui n'était pas là. Et l'éditeur chez Capricci me disent, mais c'est pris par le livre sur Robert Mitchum qui sort dans quelques mois. Voilà. Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, donc, effectivement, le livre sur Mitchum s'appelle L'homme qui n'était pas là. Voilà, je renvoie également à ce livre. C'est une sorte le rapport, effectivement, qu'on voit peut-être effectivement dans le regard, dans la gestuelle, cette espèce de retrait, mais en même temps en étant capable, comme je le disais, toujours de sortir une punchline un peu plombante, enfin très drôle, mais aussi plombante pour l'autre. Je pense que derrière ça, il y a aussi la même réticence, en fait, face au métier d'acteur, cette manière de ne pas prendre ce métier au sérieux, cette manière de ne pas aimer tout ce qui est préécrit, tout ce qui est convenu. Et quand on regarde le parcours de l'un et de l'autre, ça se retrouve. Oui, donc, c'est pas étonnant, finalement, qu'on ait cette communication. Dans ton livre, tu compares, enfin, tu cites un moment Bartleby le scribe, celui qui ne préférerait Ouais. ne pas être là. Et c'est vrai qu'il y a toujours ça alors dans ce film en particulier, dans le jeu de Bill Murray tel que tu le restitues, en tout cas, enfin, cette manière d'être là sans être là, comme tu le dis. Alors ça fonctionne parfois ça tombe peut-être un petit peu à côté, où il en fait trop d'un seul coup. Mais oui, il y a peut-être ça avec Mitchum également, enfin de manière peut-être un peu plus maîtrisée, j'ai l'impression, chez, chez Mitchum. Ouais, Mais absolument. une autre remarque sur le duo qui négocie aussi des modèles de virilité, on pense à The Other Guys avec Will Ferrell et Mark Wahlberg. The Other Guys, je n'ai plus le titre, c'est pas Bad Cops C'est Very Bad Cops. Very Bad Cops, voilà. Pourquoi pas. J'allais dire en français, mais bon. Oui, voilà. Oui. C'est l'époque des Very Bad, Ouais. des Very trucs. Very Bad Alors, Trip, ouais. exactement. Il y a une descendance commune, hein, c'est le SNL, puisque Will Ferrell, qui d'ailleurs apparaît je crois qu'il apparaît dans Kingpin, très petit rôle, avec Bill Murray. Will Ferrell s'est souvent réclamé, même si je trouve qu'il y a vraiment, pour le coup, c'est pas la même génération, il y a une approche très différente, il y a quelque chose de post-ironique chez Will Ferrell, alors qu'on est vraiment dans l'ironie pure, enfin en tout cas on est à l'apogée de son règne avec Bill Murray.
mais je pense qu'il y a une communication, c'est pas interdit. Et effectivement, les deux flics, la virilité dans Very Bad Cops, dans The Other Guys, c'est effectivement toute la question aussi. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est de manière complètement parodique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ces ralentis qui citent le cinéma hongkongais, enfin l'importation du cinéma hongkongais à Hollywood par John Woo, par exemple, et qui s'en moquent véritablement. Ces cascades, voilà, ces gunfights, ça s'en moque véritablement, alors que dans Mad Dog and Glory, on est quand même dans quelque chose, je disais, voilà, simplement la simple présence du gâteau qui désamorce en fait le rapport de force. C'est intéressant, enfin c'est autre chose. Alors, il y a une autre remarque et je vais te laisser seul avec cette remarque. Bill Murray, un acteur brechtien, point d'interrogation par Alexis Leroy. Euh, voilà, je te lance cette question. J'aimerais bien ne Je pas être tout pense que c'est... seul sur le front, Oui, mais voilà, est-ce que voilà, je vais faire appel à un joker ou non, non, j'ai pas, peut-être. je Il pense qu'on est faudrait plus enfin, cette manière d'être toujours dans le rôle, mais de toujours avoir cette distance sur ce qu'il est en train de faire et de montrer. Et tu en parles dans le livre un peu quand ouais. tu évoques les regards caméra qui n'en sont pas. Par exemple, Oui, exactement. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est vrai que moi, j'ai tendance à attribuer ça à quelque chose de très, on peut dire, conjoncturel. Je parlais voilà, de recul, un peu de scepticisme postmoderne, des choses comme ça. Je pense que c'est effectivement, il correspond à une époque voilà, dont il accentue les traits et qui le nourrit aussi, lui. C'est dans les deux sens. Mais il y a certainement peut-être un rapport, faudrait faire une généalogie, puisqu'effectivement, Mitchum, dont on parlait, avait ça avant lui. Peut-être que chez certains acteurs de théâtre, il y a cette espèce de recul, cette crise de la foi, de la croyance sur scène. C'est très possible. Hein. le burlesque dès le début aussi, enfin, enfin, Oui, Keaton, etc., avait ce jeu avec, on montre le cinéma en train de se faire, on passe à travers l'écran, on regarde la oui, caméra. absolument. Et puis, bien sûr, il y a briser les limites briser le quatrième mur, briser les limites de la scène chez Artaud, enfin, tout ça, cette espèce voilà, de théâtre de la cruauté, etc. Mais je pense que chez lui, il y a quand même, on ne peut pas dire que ce soit un acteur radical pour autant. C'est-à-dire Mm. qu'il a cette espèce d'utopie de l'improvisation qu'il a toujours en ligne de mire, mais on ne peut pas tout le temps improviser à Hollywood. Surtout à l'époque où Hollywood était tourné vraiment au 35 mm, voilà. C'est pas complètement possible. Et il n'est pas radical, mais c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il est quand même assez à l'aise dans des scripts qui sont des scripts de comédie, certaines d'ailleurs qu'il a acceptées, je le disais, on se demande pourquoi il les a acceptées, il aurait pu choisir mieux ses cinéastes parfois. Mais oui, oui, à l'intérieur même de ce système assez réglé, réglementé, il arrive quand même à imposer effectivement sa destruction des limites. Ouais. Tu as répondu justement en partie à cette question qui est posée maintenant alors qui nous dit le fait d'éviter des films gros budget et de fréquenter surtout le cinéma indépendant, ça vient de lui, Bill Murray, ou plutôt du système qui se méfie un peu de lui, de son ironie, de son sens de l'impro. Ah bah je pense que c'est un échange de bons procès. C'est les deux, c'est-à-dire que c'est véritablement Wes Anderson qui un jour a mis le doigt sur ce décadrage existentiel un peu indécrottable de Bill Murray et l'a ramené vers le giron du cinéma indépendant ou semi-indépendant, disons Touchstone, c'est la division de Disney pour les films les objets un peu plus qui s'éloignent un petit peu des canons. Euh, Bill Murray s'est trouvé tout de suite chez lui parce qu'il a retrouvé une troupe, il a retrouvé une manière de jouer différente. Et c'est plutôt pour arranger certaines personnes de l'industrie. Après, l'industrie, quand quelqu'un est bankable, elle gagne toujours. Je veux dire, elle a souvent cherché à le ramener, pour faire le geste de Pacino dans Le Parrain 3, elle a cherché à le ramener à l'intérieur, hein, souvent. Une remarque, enfin, des remerciements pour ton intervention et une question concernant la méthode Actor Studio de Niro versus Bill Murray. Je pensais qu'elle était aussi en partie fondée sur l'introspection et l'improvisation. Est-ce que vous pourriez revenir brièvement sur ce point, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en fait, ça, je suis passé rapidement, mais ça pourrait, il peut y avoir un écho. En l'occurrence, ils ont raconté, Murray a raconté que c'était pas forcément évident d'accorder ses violons avec De Niro, qui était un pur acteur de la méthode sur ce tournage. Mais mais il peut effectivement y avoir un acteur peut tout à fait improviser. On sait que dans Taxi Driver, la scène du miroir et le Are You Talking to Me est improvisée par De Niro. Cela dit, c'est improvisé en tenant en respect, en traçant une frontière entre celui que vous avez été avant d'avoir travaillé le rôle et celui que vous êtes maintenant que vous l'avez travaillé. Alors que chez De Niro, cette frontière-là n'existe pardon, chez Bill Murray, cette frontière-là n'existe pas. Et c'est quelqu'un qui peut jouer, qui a la prétention de pouvoir jouer des personnages, mais il travaille à partir de lui et il emmène ses propres réflexes d'humain, disons, sur scène, C'est vrai devant que la caméra. pour compléter sur l'acteur studio, c'est vrai qu'il y a évidemment, comme vous le savez, il y a plusieurs écoles à l'intérieur de la méthode. Ouais. Et il y a Lee Strasberg, il y a Stella Adler, qui étaient complètement différents dans leur manière de. Pacino, c'est Lee Strasberg, et De Niro, c'est plutôt Stella Adler, donc qui préférait, elle, non pas partir de l'intériorité, mais dire de partir des gestes, des actions, du coup de l'extérieur du personnage, donc aussi évidemment la modification physique. Et donc, je trouve qu'il y a aussi ça quand même dans cette composition de Niro qui est plus là en mode lofi, on va dire. Mais il y a quand même ce jeu sur les lunettes, sur la manière dont il s'est coiffé, etc. Il y a quand même ce jeu quand même sur travailler quels sont les gestes de voilà, les gestes empêchés là pour le coup de ce personnage. Donc c'est vrai que parfois on parle d'acteur studio de manière globale, mais qu'à l'intérieur de ça, il y a beaucoup d'écoles différentes. Et il y en a un troisième qui s'appelait Sanford Meisner, qui lui était plutôt on va dire le père spirituel d'un Robert Duval. Et on n'imagine pas Robert Duval acteur studio, mais pourtant, voilà, ça c'était plus une méthode fondée sur l'écoute plutôt que l'impro, l'écoute du partenaire. Voilà. Donc plus effacé, mais plus. Enfin, tout ça est très riche et intéressant. Mais une question sur Uma Thurman, qui à ma connaissance n'a pas fait l'acteur studio, et Uma Thurman entre ces deux personnalités. Voilà. Oui, bah, comme. Qui était jeune, enfin, qui avait fait notamment Les Liaisons dangereuses, mais qui était encore au début de sa carrière, en Oui, c'est ça. 93. C'est-à-dire elle est très importante dans le film, dans ce triangle, parce que justement, elle incarne la même chose. Elle tire trace un lien entre les deux par son sentiment aussi de regret, de sa fatigue d'être soi, comme j'appelais ça. Mais elle n'est pas dans la logique de contre-emploi, tout simplement parce que effectivement, elle est pas assez, elle est trop neuve à l'époque pour qu'on puisse vraiment parler de rôle contre-intuitif, de rôle à contre-emploi. Voilà. Et effectivement, elle a fait en effet, oui, Les Liaisons dangereuses. Je ne sais pas si elle a déjà fait Jennifer Hate à l'époque. C'était une espèce de thriller avec Andy Garcia où elle incarnait une aveugle. Enfin, Il en tout faudrait cas, vérifier parce que Bad ces Dog and eaux-là. Glory est un film qui a été tourné en 91, qui est sorti en Ouais. 93, mais qui est tourné, qui est même terminé en 91. Et c'est suite aux retakes, ce que je disais sur les projections test, parce que De Niro se laissait un peu trop faire par Bill Murray au goût du public test. Ils sont repartis en tournage et comme Bill Murray repartait lui aussi sur un jour sans fin, enfin bon, ça a été compliqué et ça a reporté la sortie du film à 93. Donc en 91, Uma Thurman, voilà, n'a pas, voilà, elle est encore au début. On est avant Pulp Fiction, évidemment, avant Mia Wallace. Donc ça n'enlève rien au fait que c'est un personnage fascinant qui n'est pas là que justement pour jouer le rôle de la demoiselle en détresse ou quelque chose comme ça. Elle tire un véritable lien thématique entre les deux. On nous rappelle, Alexis Leroy, qu'elle était également dans le Munchausen, le baron de Munchausen de Terry Gilliam. Elle avait un rôle également. Voilà. Là, le contre-emploi, en effet, n'est pas par rapport à sa persona qui n'existe pas encore, mais peut-être par rapport à ce qu'on peut attendre du casting. En tout cas, elle est déjà un contre-emploi dans sa manière d'être simplement plus grande déjà, et avec un physique un peu plus spécial que l'époque, plus grande qu'un De Niro. Enfin, déjà, il y a ce rapport-là dans le film qui est très beau. C'est vrai. Et c'est vrai que je me demande à quel point, alors c'est toujours difficile d'y répondre après, mais lançons le débat, en tout cas à quel point
La mise en scène aussi, évidemment, de McNaughton est très importante. Enfin, à quel point le film, quand on le revoit, enfin, aujourd'hui, on a l'impression qu'en effet, alors est-ce que c'est dans le scénario, est-ce que c'est dans la mise en scène, ou est-ce que c'est un peu de tout ça, que systématiquement, on veut prendre le contre-pied de ce que l'on attend de chaque scène. Enfin, chaque scène, chaque personnage, la scène commence, on va forcément aller là où on ne s'attend pas. La rencontre entre Bill Murray et Robert De Niro joue à fond de cette contradiction. Ouais. Et moi, j'ai remarqué aussi, alors si on peut faire des petits rapprochements entre le film qui a fait connaître, en tout cas, McNaughton, donc Henry, portrait d'un serial killer, qui n'est pas du tout une comédie, là. Enfin, on va dire, on est même surpris de le voir arriver dans cet univers. Il y a quelque chose qui les rattache. Si on se souvient de Niro, qui est, comme tu le disais, donc photographe, qui prend des photos de scènes de crime et les expose chez lui. Enfin, ce qui peut-être, il veut être photographe, mais il a chez lui, dans son appartement, exposé toutes ces scènes de crime, enfin, qui est assez, voilà, qui est assez morbide tout de même. Enfin, ça pourrait être un serial killer en puissance. Et c'est exactement la manière dont, ce qui avait marqué à l'époque aussi, la manière dont McNaughton met en scène les meurtres, en tout cas au début du film Henry, c'est-à-dire quelque chose qui est très dans l'installation, dans la fascination. On ne voit jamais les meurtres commis, à part un peu dans le film, mais les premiers meurtres, on ne voit que le résultat, comme une installation d'un corps ensanglanté, très, très violent. Et on est dans ce rapport-là. Je ne sais pas que faire de cette remarque, mais il y a cette petite, voilà, enfin, les scènes de crime transformées en pulsion et en art, finalement, en besoin de regarder quelque chose et d'en faire quelque chose d'artistique. Il y a ça dans les deux films. Je pense qu'on est dans une forme, encore une fois, je le disais, oui, de vérité sociale par rapport à une époque dans Mad Dog and Glory, même si c'est pas évident que c'est les années 90, mais il y a quand même un arrière-fond de la présence de la psychanalyse, la présence voilà, qui va annoncer donc, les films consacrés spécifiquement au lien entre mafia et psychanalyse, mais le fait que tout le monde se mette un peu en scène, le fait que les gens aillent voir des psys, c'est quand même un certain cinéma indépendant de l'époque, où il y a cette interrogation sur la représentation des tueurs en série, aux États-Unis en particulier, ce que ça raconte, c'est très commun entre les serial killers, et je pense que McNaughton doit à l'évidence être intéressé par ça, oui, parce que dans la scène commence un petit peu, la scène qu'on a vue commence juste après celle où il est justement sur la crime scene en train de prendre ses photos et de débarrasser ses affaires, tout en étant extrêmement joyeux et heureux d'être tombé amoureux, quoi. Ça, c'est assez fort. On peut dire qu'il vient de faire l'amour après 2 ans d'abstinence aussi. Enfin, dans cette scène, ouais, voilà. C'est aussi ça. Bien, ben, le temps passe, le temps file. On aurait déjà encore beaucoup de choses à se dire. Mais voilà, je regardais s'il y avait d'autres petites questions, mais je pense qu'on est arrivé au bout de cette séance. Il est déjà 19h40. Ben, merci beaucoup, Yann, en tout cas Je t'en prie, merci. Donc, Toi et au n'hésitez forum. pas. Hein. Donc, lisez ce livre, ça se lit très bien, parce que la particularité de cette collection Stories, c'est d'être aussi, d'avoir, j'allais dire, un aspect romanesque aussi, de comment on raconte la vie et l'art et l'œuvre là, en l'occurrence, de Bill Murray. Donc, on apprend beaucoup de choses. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très passionnant à lire. Et n'hésitez pas à voir ou revoir Mad Dog and Glory, qui est un film qui ne prend pas une ride et qui, voilà, enfin, qui mérite vraiment, comme tu le disais, d'être découvert. Voilà. La semaine prochaine, donc, ce sera le 20e numéro de Zoom Sur. Nous changerons, j'allais dire, d'univers, mais pas forcément, tout à fait. Ça sera The Strangers de Nan Hong-jin, très beau thriller sud-coréen, par Célia, qui est rédactrice en chef de cinémacoréen.fr. Et la séance sera présentée par Muriel Dreyfus. Voilà, donc pour finir, une dernière anecdote que l'on nous donne, je la découvre en même temps. Anecdote amusante, McNaughton a réalisé un TV-film sur un scénario de Samuel Fuller, Girls in Prison, en 1994. Samuel Fuller, dont on a parlé il y a quelques semaines. Voilà, tout est logique. Bien. Merci Yann, merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Et bonne soirée. Bonne soirée.